Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos cours de la traumatologie et on va s'intéresser aux fractures des plateaux tibiaux. Donc, les plateaux tibiaux, comme petit rappel, les fractures sont définies comme des solutions de continuité qui intéressent les tubérosités tibiales. Donc, tubérosité tibiale interne ou externe sur laquelle reposent les condyles, condyles fémoraux, latéral et médial, respectivement, avec irradiation d'au moins d'un trait de fracture au niveau de l'interline articulaire. Ces fractures des plateaux tibiaux, c'est surtout épiphysaire. Donc, elles sont très fréquentes, elles intéressent surtout le sujet jeune, notamment dans le cadre des accidents de la voie publique, alors que pour le sujet âgé, elles sont l'apanage des sujets ostéoporotiques. Et donc, il y a plusieurs variétés anatomopathologiques, donc c'est pour cela qu'on va les voir en long et en large, plus ou moins, un petit mot. Elle a beaucoup profité de l'avancée, surtout radiologique, parce que le scanner, il est très utile en termes d'exploration de ces fractures. Et donc là, il faut faire très attention, il s'agit d'une fracture articulaire. Et donc, il y a un très grand intérêt à faire une réduction anatomique et fixation solide, parce que sinon, le risque arthrogène, il devient important. Voilà. Donc, un petit rappel anatomique, les tubérosités tibiales se situent au niveau de la partie la plus proximale du tibia, au niveau de l'épiphyse, sur laquelle reposent les surfaces articulaires et les ménisques au niveau de l'articulation du genou. Et en dessus, il se trouvent les condyles fémorales, les condyles latéral et médial. Voilà. Donc, nous avons l'articulation avec les plateaux tibiaux, avec les ménisques qui reposent en dessus. Voilà les ménisques. L'articulation du genou qui regroupe trois os. La patella, le tibia et le fémur. Bien sûr, en postérieur, on peut trouver la vascularisation du genou. Donc, il faut faire très attention, les fractures qui sont instables ou bien les fractures déplacées, il y a un grand risque ischémique. Donc, léser l'artère poplitée, voilà, le creux poplité, et donc ça peut être responsable d'une amputation par la suite. Et donc, il faut faire très attention et diagnostiquer précocement. Voilà. Donc, les étiologies, ça peut être un accident de la voie publique, l'ostéoporose, etc. Donc, les mécanismes, on va distinguer surtout deux grands types. Une compression axiale, c'est l'effet casse-noix. Donc, le fémur, il va reposer directement sur le plateau tibial et il va le fracturer. Donc, genou en extension ou légèrement fléchi. Chute sur les pieds d'un lieu élevé. La force du sol, par l'intermédiaire de la diaphyse tibiale, est transmise aux condyles fémoraux en même temps. Donc, c'est un traumatisme axial. À noter que c'est un mécanisme plus ou moins indirect. C'est le même raisonnement que la luxation de l'épaule. Et donc là, dans ces mécanismes, il faut chercher tout le trajet de la transmission de l'énergie. Du pied jusqu'à la hanche. Donc c'est une transmission d'énergie qui est responsable de causer des lésions sur tous ces niveaux. Voilà. Sinon, on peut avoir une compression latérale, l'effet casse-noix, désolé, réellement. Donc le plus fréquent, par choc, genou en extension et pied, il est bloqué. Le traumatisme, il est latéral. Et donc, il y a une région qui est comprimée et l'autre qui est ouverte. Et donc, on peut avoir un valgus forcé. Ce valgus forcé, il va rompre le ligament en cas de... Voilà, en regard. Le valgus, il va rompre le ligament... Bon, le valgus, donc valgus, c'est surtout l'externe. Voilà. Donc, le valgus, le ligament interne résiste et donc c'est une atteinte de la partie externe. Le varus, c'est la partie interne. Voilà. Donc voilà des mécanismes où on aura des compressions axiales et donc on aura une rupture du ligament de l'autre côté et une fracture au niveau de cette région. Sinon, on peut avoir un mécanisme mixte. Il s'agit d'une compression axiale et mouvement de valgus ou de varus. Et donc, ils sont surtout responsables des fractures spinotubérositaires, de l'échancrure spinale, etc. Voilà. Et donc, à l'anatomopathologie, les lésions, elles sont variables. Donc, les lésions, on peut avoir un trait de fracture qui siège soit au niveau du plateau tibial externe, interne ou bien les deux. Et le type, il y en a plusieurs, donc simple ou bien complexe. Et donc, il est très important de le reconnaître parce que ce sont eux qui vont nous permettre de les regrouper en une classification très importante pour conditionner la prise en charge. Donc, les lésions, bien sûr, associées
comme on a dit, surtout le long du trajet, et cutané et vasculaire, vasculo-nerveux surtout. Donc, association fréquente d'une atteinte cutanée, d'une simple contusion, perte de substance, les atteintes vasculaires, surtout l'artère poplitée, en cas d'instabilité du genou ou bien de fracture déplacée, les fractures locales, régionales ou à distance. Donc, comme on a dit, il faut explorer tout le membre inférieur. Voilà. Nerveuses, atteintes du nerf sciatique, méniscales, elles sont fréquentes. Des lésions ligamentaires associées, elles sont possibles. Et voilà. Et donc, pour classifier les fractures, on va se baser sur la classification de Schatzker. Schatzker, qui va se baser sur la radiographie standard et le scanner, où on aura principalement 6 grands types, 6 groupes. Donc, on va les voir un à un. Donc, les 3 premiers types, c'est d'abord, les 3 premiers types, c'est une lésion du plateau tibial externe, le plateau tibial latéral. Et donc, le type 1, c'est une fracture séparation, c'est un déplacement. Le type 2, c'est une fracture mixte. 3, c'est une fracture avec tassement. Tassement. Ensuite, le type 4, c'est une atteinte du plateau tibial médial, quel que soit le type. Le type 5, c'est une fracture bitubérositaire, sans interruption de la continuité, mais épiphyso-métaphysaire. 6, il y a une interruption de la continuité métaphyso-épiphysaire. Voilà. Donc, à l'imagerie, voici à quoi ça devrait ressembler. Donc, le type 1, une fracture déplacement. Le 2, c'est une fracture mixte. 3, c'est un tassement. 4, c'est une atteinte du plateau tibial interne. Voilà, ou bien le plateau médial. 5, c'est bitubérosité, sans interruption de continuité. 6, il y a une dissociation. Voilà. Donc, voici une radiographie qui nous montre un trait de fracture. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais voilà un trait de fracture. Et qui est de meilleure exploration au niveau du scanner. Donc le scanner, il peut montrer des lésions qui normalement sont difficilement percevables à la radiographie. Donc voilà, type 2. Donc radiographie, on peut montrer comme un tassement. Et au scanner, c'est encore mieux visible. Type 3. Donc type 3, c'est un tassement pur, il n'y a pas de fracture. Type 5, c'est une fracture bitubérositaire sans interruption de continuité. Épiphyso-métaphysaire, donc il y a une continuité à gauche. Type 6, c'est une fracture bitubérositaire avec une interruption, une dissociation épiphyso-métaphysaire. Ensuite, l'étude clinique, donc l'anamnèse, le mécanisme, l'âge, les antécédents, les circonstances du traumatisme, les signes fonctionnels, donc une douleur, l'impotence fonctionnelle absolue, ça dépend du type de fracture. L'examen physique, l'inspection, surtout un genou, est-ce qu'il est ischémique, donc à craindre une lésion vasculaire. Un genou œdémacié, augmenté de volume, parfois déformé. Évaluer l'atteinte de la peau, donc la souffrance cutanée, Godsen et Schern, une ouverture cutanée selon la classification de Cauchois du Parc, etc. À la palpation, on peut avoir une douleur exquise en regard de la fracture, un choc rotulien qui peut nous orienter vers un épanchement sanguin. Éliminer une lésion vasculo-nerveuse, donc palper les peaux en aval, une chaleur locale, voir s'il n'y a pas une ischémie, une froideur, le temps de recoloration cutanée, complété par un examen général si on n'avons pas de lésions d'autres systèmes, thorax, abdomen, etc. À la paraclinique, on commence d'abord par une radiographie systématique face et profil, qu'on peut compléter par d'autres incidences. Et bien sûr, il faut prendre aussi les articulations sus et sous-jacentes pour voir s'il n'y a pas des lésions associées. On passe ensuite au scanner parce que comme on a vu, le scanner il est meilleur en point de vue de classification et d'évaluation des lésions. Donc le scanner, fracture épiphysaire, articulaire, une reconstruction 3D, il permet un bilan précis, il permet aussi de chercher s'il n'y a pas de fragments intra-articulaires, il permet de mieux choisir la prise en charge. Est-ce qu'elle va être orthopédique, est-ce qu'elle va être chirurgicale, etc. Donc voici un aspect radiographique et scanner de la même fracture. À la radiographie, elle est à peine percevable. Mais au scanner, on peut mieux la voir. Donc ça montre la supériorité de ce bilan. Voilà aussi, à la radiographie, on ne peut pas vraiment évaluer l'importance de l'enfoncement, de l'engrenage, du tassement, alors que scanner, il est beaucoup mieux. Voici d'autres images, la reconstitution 3D
qui rend plus facile l'exploration. On peut aussi demander d'autres examens, un angioscan si on suspecte une lésion vasculaire, donc section de l'artère poplitée par exemple, surtout si on a une fracture sous-tubérositaire. On peut demander aussi un full body scan dans le cadre d'un polytraumatisé selon les critères de Vittel, etc. Donc les formes cliniques. Donc les fractures ouvertes, ce sont des véritables urgences parce qu'il y a un risque infectieux important. Et les fractures avec lésions vasculaires, la même chose. Il s'agit d'une urgence, il faut rapidement restituer la viabilité du membre, sinon on risque l'ischémie et l'amputation par la suite. Voilà. La radiographie, souvent une fracture sous-tubérositaire, on peut avoir une fracture à gangrène bleue. Sinon, les fractures de l'enfant, il y a une particularité de faire des décollements épiphysaires. Voilà. Donc l'évolution, en général, selon un traitement bien conduit, l'évolution elle est favorable. Par contre, si on ne traite pas à temps, ou bien si nous avons une fracture qui est déplacée ou bien compliquée, les complications elles sont multiples. Donc les lésions cutanées, donc contusion, les pertes de substances, l'infection, etc. Des lésions vasculaires, la compression, la section, l'ischémie, etc. Les lésions nerveuses, on peut avoir une lésion du nerf sciatique poplité externe qui va entraîner un steppage, des lésions associées, etc. Donc là, il faut faire très attention. Voilà. Sinon, il y a des complications secondaires, notamment l'infection post-opératoire, la nécrose cutanée secondaire, un accident thromboembolique, donc thrombose de la veine poplitée, thrombose veineuse profonde, notamment la veine surale, une embolie graisseuse, parce que ça peut un fragment de moelle osseuse, un syndrome d'éloge, un déplacement secondaire, etc. Les complications tardives, on peut avoir une infection, une raideur, un retard de consolidation, une pseudoarthrose, un calvicieux, une gonarthrose, etc. Donc là, comme on a dit, il y a un grand intérêt, de corriger d'une manière parfaite ces traumatismes parce que surtout ce sont des traumatismes articulaires et donc ils sont très pourvoyeux de l'arthrose. Voilà. Donc, évolution d'une fracture, infection avec mise à nu de matériel d'ostéosynthèse. Donc là, ils deviennent très difficiles à prendre en charge, très difficiles à traiter. Voilà. Arthrose du genou, donc les signes cardinaux, un passement discal, les géodes, etc. Et donc un petit mot concernant la prise en charge. Donc les objectifs, c'est d'obtenir un genou stable, fonctionnel. Les principes, donc il y en a plusieurs, c'est surtout chirurgical. Donc les moyens, nous avons notre traitement médical, antalgique, prévention de la thrombose, donc anticoagulant, antibiothérapie si nous avons une ouverture cutanée, la cryothérapie, la surélévation, c'est surtout à visée antalgique. Voilà. Sinon, nous avons notre traitement orthopédique, c'est la réduction de la fracture et immobilisation par un plâtre cruropédieux ou une orthèse du genou, associée à un traitement médical, mais nécessite une surveillance clinique et radiologique, une rééducation qui est toujours indiquée, donc complément thérapeutique obligatoire, il permet d'éviter la raideur, et le traitement chirurgical qui est le traitement idéal. Donc le traitement chirurgical, ça dépend, on peut être soit à foyer ouvert ou bien à foyer fermé. Donc à foyer ouvert, on va opter pour une fixation par ostéosynthèse. Et si nous avons un engrenage, on va faire un relèvement avec une greffe corticospongieuse pour remplacer l'os qui a été comprimé. Voilà. À foyer fermé, on peut opter par une ostéosynthèse par vissage, par manœuvre externe, sous contrôle arthroscopique, c'est aussi possible. Et bien sûr, sans oublier les lésions associées. Un bilan lésionnel du genou, parce qu'on peut avoir des atteintes associées tout le long du trajet. Donc rupture des ménisques, des ligaments croisés, etc. Donc, les moyens d'ostéosynthèse, c'est surtout le vissage et la plaque fixée. Mais on peut aussi opter pour les fixateurs externes, surtout lorsqu'on a des fractures ouvertes, en attendant de diminuer le risque infectieux, des broches, un embrochage c'est possible, une greffe corticospongieuse qui est nécessaire pour combler le vide si nous avons un enfoncement. Voilà. Donc les indications, c'est surtout le traitement chirurgical, c'est le traitement de choix. Le traitement de choix, donc réduction anatomique sous l'arthroscopie si nous sommes de type 1 à 3, à foyer ouvert si nous sommes de type 4 à type 6. Voilà. Le traitement orthopédique est surtout réservé pour des profils particuliers. Voilà. Et bien sûr, sans oublier le traitement des lésions associées, donc fracture ouverte, donc décontamination, fixation externe en urgence, avec antibiothérapie,
Fracture avec lésion vasculaire, donc il faut corriger la vascularisation. Fracture de l'enfant. En général, l'enfant, le décollement épiphysaire, il a une grande capacité de se régénérer à lui seul. Donc on peut opter pour un traitement orthopédique. Et voilà. La surveillance, donc la surveillance, elle doit être continue, clinique, locale, loco-régionale et générale, parce que surtout, les fractures des membres inférieurs, elles peuvent rapidement compliquer par des embolies graisseuses, etc. Radiologique, on doit faire des imageries de contrôle pour voir si on a bien réduit la fracture, en attendant la consolidation, voir s'il n'y a pas de déplacement secondaire, dépister les complications, etc. Voici quelques images de fractures. Donc, aspect radiographique de fracture de type 2, donc fracture engrenage. Donc, elle a été mal explorée par la radiographie, mais le scanner, il la met en évidence facilement. Voici l'aspect final après relèvement et fixation par plaque vissée. Donc, voilà. Aspect radiographique d'une fracture qui paraît de type 1, mais au scanner, il montre le type qu'il s'agit plutôt d'un type 2, d'un type fracture associée à un enfoncement. Voilà. Donc ça montre que le scanner, il est de meilleure sensibilité et spécificité. Et voici la même fracture après ostéosynthèse. Voilà. Donc en guise de conclusion, les fractures des plateaux tibiaux sont des lésions assez fréquentes, surtout le sujet jeune ou bien le sujet âgé dans le cadre de l'ostéoporose. Donc là, il est très important de savoir les prendre en charge correctement parce que c'est une région épiphysaire et donc on regarde l'articulation et donc qui est très pourvoyeuse d'arthrose. Donc là, il faut faire très attention. C'est pour cela, le traitement standard, le gold standard, c'est un traitement chirurgical, mais chez orthopédique. Voilà. Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.